Bonjour et bienvenue sur le podcast L'humain au cœur de l'action pour une vie professionnelle épanouie. Je suis Claire Garanger, coach professionnel certifié, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent prendre en main leur vie professionnelle. Je suis également coach en bilan de compétences certifié Calliope et coach Ikigai ainsi que formatrice en intelligence situationnelle. Je te propose de partir à la découverte de reportages et de témoignages autour de la reconversion et de différents métiers parfois méconnus pour t'inspirer. Aujourd'hui, je te propose d'écouter l'histoire d'Alicia Renaud. Alors Alicia, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant de nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? Eh bien du coup, j'ai été diplômée d'un master comptabilité contrôle audit. J'ai travaillé 5 ans en cabinet d'expertise comptable et audit, puis 10 ans dans les collectivités territoriales, et notamment au sein du conseil départemental du Puy-de-Dôme en tant que responsable de la cellule qui tarifait les établissements sociaux et médico-sociaux en charge du handicap. Donc un parcours assez logique qui a suivi son Alors cours. logique sur le papier, après en fait le passage entre le cabinet d'expertise comptable et l'audit, c'est pas forcément fait dans la douceur. Enfin entre le cabinet d'expertise comptable, audit et les collectivités. Et en fait quand j'ai quitté le cabinet d'expertise comptable, j'avais envie de retrouver un petit peu de temps pour moi. Et en fait je cherchais à l'époque un mi-temps, et pour la petite anecdote, mon mari m'a dit en fait travailler dans les collectivités, être fonctionnaire ou être à mi-temps, c'est presque pareil, donc tente et puis tu verras bien. Et en fait, c'est pas du tout le cas, mais ça m'a beaucoup plu, les collectivités, et donc j'y ai travaillé pendant 10 ans. D'accord. Donc ce qui a motivé le fait d'aller dans les collectivités, c'était plus tu souhaitais un changement de rythme de travail, mais il y a peut-être autre chose. Oui, en fait, j'avais envie de retrouver aussi, comme tu le dis, l'humain au cœur de mes actions. Moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, que je retrouvais plus en cabinet d'expertise comptable, parce qu'on était plus dans la performance et dans le rendement et dans la productivité. Et du coup, c'est vrai que la collectivité, l'intérêt général, et puis voir directement mes actions sur le terrain, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. D'accord. Et donc pendant ces 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, à l'issue des 10 ans, je retrouvais plus vraiment mes valeurs, je voyais plus le sens de ce que je faisais. J'avais pris aussi une équipe avec qui ça se passait bien, mais j'avais plus de difficultés à porter les directives qu'on nous donnait un petit peu par la hiérarchie, et du coup, j'avais plus envie de ça. Et du coup, j'ai fait un burn-out parce que je me mettais beaucoup la pression. Enfin, je le vois aujourd'hui que c'était moi qui me mettais la pression, pas forcément le système. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, du coup, je suis passionnée de dessin, de couture, et je m'étais dit, utiliser cette passion pour faire autre chose. Et en fait, je me suis lancée pendant quelques mois dans ce projet, et je me suis vite rendu compte que entre la passion et aimer dessiner et en faire son métier, c'était vraiment très différent. Et en fait, je me suis rendu compte que la passion rejoignait pas forcément, entre guillemets, la rentabilité, en tout cas le fait de pouvoir au moins sortir un SMIC. Et donc là, je me suis retrouvée un petit peu, qu'est-ce que je fais? Et donc, à l'issue de ça, j'ai fait un bilan. Enfin, alors c'est pas vraiment un bilan de compétences, mais en tout cas, tu m'as aidé pendant quelques temps pour retrouver un petit peu de clarté sur ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le métier qui me déplaisait, mais la façon de le faire. Et puis, moi, je suis pas faite pour être dans une grosse structure. J'ai besoin d'avoir une certaine liberté. Et donc, c'est pour ça que je suis retournée quand même à mes premiers amours, les chiffres, tout en gardant cette liberté, et que j'ai créé ma société. D'accord. Et en fait, est-ce que c'est l'évolution sur ces 10 ans des collectivités qui fait que le contexte a changé et du coup ça ne te convenait plus? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Oui, mais pas que. Je pense que moi, intérieurement, même si ça me faisait peur, j'étais faite pour être entrepreneur. Même D'accord. si je me pose encore beaucoup de questions, mais j'étais faite pour ça, et pas pour être une personne dans un ensemble plus grand pour lequel je maîtrisais pas forcément tout. Et moi, j'ai besoin de maîtriser pour être bien.
Donc à terme, de toute façon, tu penses que ça n'aurait pas fonctionné Non. Je pense que j'aurais quand même fini par être entrepreneur, et puis des raisons personnelles aussi qui fait que la vie n'est pas toujours comme on pense qu'elle doit être, ont fait que j'ai voulu me lancer en tant qu'entrepreneur et de me lancer un nouveau défi pour une nouvelle dizaine, un nouvel anniversaire, une nouvelle dizaine qui arrivait. D'accord. Et donc ce projet, est-ce que tu peux nous l'expliquer, cette création d'entreprise? Exactement. Donc aujourd'hui, je suis la fondatrice de Finance Sociale Active, qui est une agence qui a pour but d'aider les établissements sociaux et médico-sociaux à gérer leur budget et à mieux répondre aux autorités de tarification et de contrôle. Waouh, c'est très technique pour moi. Oui, je comprends. Quand j'explique ce que je fais, souvent on se dit qu'est-ce que c'est que ça exactement. En gros, je fais du contrôle de gestion, je les aide à suivre leur budget. Et en fait, les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est tous les établissements qui accueillent des personnes vulnérables. Donc, vulnérables, ça peut être la dépendance avec les EHPAD, donc anciennement maison de retraite. Ça peut être les enfants placés, les enfants en situation de handicap, les adultes aussi en situation de handicap, l'insertion, ça peut être aussi les demandeurs d'asile. En fait, toutes les personnes qui ont une certaine vulnérabilité pour pouvoir travailler ou vivre tout simplement dans le milieu ordinaire. Et le fait que ça soit justement pour ces personnes-là, est-ce que c'est un hasard? Ah non. Non, c'est vraiment ce qui me drive aujourd'hui, c'est mon ADN. Enfin, moi, je supporte pas l'injustice. Et en fait, pour ces personnes-là, sont nées avec une certaine, ou en tout cas leur parcours de vie font qu'ils sont avec une certaine injustice par rapport au milieu ordinaire, et donc j'ai vraiment envie de les aider. Et comme moi je suis à l'aise avec les chiffres, je l'ai toujours été, je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire pour aider ces gens-là, et donc à mieux gérer les budgets des établissements, on accompagne mieux les personnes en situation vulnérable. D'accord, donc en fait c'est une aide indirecte où tu utilises ton talent. Exactement. Pour finalement aider ces personnes. Exactement. Okay. Puis il y a quand même une certaine philosophie dans ce métier-là, enfin en tout cas dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et que je retrouve pas forcément ailleurs et que j'aime. Et c'est pour ça, quand je rencontre les directeurs d'établissement, en fait moi l'objectif c'est pas d'être cost killer, c'est-à-dire de tuer les coûts pour tuer les coûts, mais c'est de faire mieux avec le budget qu'on a, et donc de retrouver des marges de manœuvre pour accompagner mieux les personnes, les bénéficiaires. D'accord, oui. Une démarche éthique dans tout ça. Ah oui, très importante pour moi. Et ces établissements n'ont pas les moyens ils ne sont pas organisés pour avoir quelqu'un qui le fait en interne? Alors, ça dépend de la taille. En fait, ces établissements sociaux et médico-sociaux sont gérés principalement par deux types de gestionnaires. Soit des associations qui peuvent être plus ou moins grandes, soit des agents publics, des gestionnaires publics. Et en fait, ils sont plus ou moins grands, et ils n'ont pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un, un contrôleur de gestion par exemple, à plein temps. Donc c'est pour ça que moi, j'interviens pas à plein temps, mais j'interviens vraiment de façon plus ponctuelle. Et puis il y a vraiment un gros changement au niveau du paradigme entre il y a encore 15-20 ans, même 10 ans, où les établissements sociaux et médico-sociaux étaient quand même plus facilement financés, et aujourd'hui où les demandes des autorités de tarification et de contrôle sont de plus en plus importantes. Et on voit de plus en plus d'établissements sociaux et médico-sociaux en déficit. À savoir que depuis 2023, il y avait plus de 85% des établissements sociaux et médico-sociaux en France qui étaient en déficit. Alors qu'avant 2020, c'était pas le cas, on n'était pas du tout sur ce même niveau. Donc il faut changer un peu les mentalités par rapport à ça, et en plus je vois les gestionnaires, les directeurs qui ont envie de changer, mais ils savent pas par quelle boule prendre. Et un petit peu comme les petites TPE ou PME où ils n'ont pas les ressources en interne, moi je viens de les aider à leur apprendre, parce que je fais avec eux, en fait je ne fais pas pour eux mais je fais avec eux. Et du coup je les aide
à mieux gérer tout ça et puis à changer de philosophie et puis à répondre aux demandes des autorités de tarification et de contrôle. Donc les autorités de tarification et de contrôle, c'est ARS, Agence régionale de santé, c'est conseils départementaux et préfectures. D'accord. Donc en fait, tu es l'experte qui va les amener à faire au mieux. Exactement. Quand eux ont peut-être la volonté Tout à fait. de gérer, mais ils n'ont pas forcément les outils. Exactement. Que toi, tout à tu fait. vas prendre le temps d'acquérir. Exactement. Et puis en les écoutant et en mettant des choses simples en place, eh ben on arrive à s'en sortir. Là j'ai des établissements, on était à des déficits de 1,2 million. Dès la première année, on est repassé en déficit à 400 000 et l'année prochaine, on espère revenir à l'équilibre. L'objectif, c'est pas de faire du profit pour faire du profit comme comme dans les entreprises classiques, mais c'est vraiment d'être à l'équilibre et de pas creuser le déficit. En fait, j'ai des clients qui m'appellent en me disant, il y a peu de temps, on n'avait plus assez de trésorerie, par exemple, pour payer les salaires. Qu'est-ce qu'on fait, Alicia? On s'en sort plus. Wow. Donc, c'est mieux de faire avant quand même, de m'appeler avant pour qu'on n'arrive pas à ces situations-là, mais ça arrive. Ok. Alors, comment tu es passée parce que bon, tu as eu quand même quelques années où tu étais en salariat avec, on va dire, une sécurité de l'emploi. Comment tu as fait pour passer le pas? Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? Alors, ce qui m'a fait passer le pas, c'était mon burn-out, clairement, et puis de plus me retrouver. Et du coup, on s'est dit, du coup, je suis mariée, et du coup, on s'est dit avec mon mari, est-ce que j'y retourne ou pas? Et on s'est dit que non. Et puis, c'est sûr que c'est stressant, surtout quand on passe de fonctionnaire où on est sur une grille, et puis du coup, on évolue suivant la grille, et puis on sait que notre salaire, il sera là tous les mois. Le stress de l'entrepreneuriat où on se dit est-ce que je vais pouvoir avoir assez d'argent au moins pour me payer, pour payer ma maison tous les mois. Mais du coup je trouve ça super challengeant mais super intéressant et en fait ça me permet aussi de mieux comprendre des fois mes établissements parce que eux aussi ils ont des fois des difficultés un peu comme ça et du coup et puis ça me permet quand même d'avoir plus de en tout cas de marge de manœuvre et de liberté. Ouais. Et donc, quand tu t'es décidé, tu as créé ton entreprise, est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Non, en fait, j'étais déjà bien formée dans tout ce qui était société, tout ça. Et puis, au début, pour me lancer, puis pour tester si l'idée me plaisait, parce que c'était pas forcément sûr que l'idée me plaise, je suis passée par une coopérative d'entrepreneurs. Donc qui s'appelle Appui Créateur. Et en fait, ça m'a permis vraiment de tester l'idée sans prendre trop de risques financiers. Et ça, c'était super bien. Et du coup, comme ça a bien fonctionné, dès la deuxième année, j'ai créé ma société. D'accord. Au-delà de l'aspect financier, j'ai entendu donc a priori ton mari t'a soutenu dans cette démarche. Oui. Quel était le regard des autres? Est-ce que tu as eu des retours C'est sûr que ma famille était un peu stressée par rapport à ça. C'est pas simple de voir sa fille qui a fait des études, des longues études, et après qui passe entrepreneur et qui lâche tout du jour au lendemain. De quoi elle va vivre. Donc ma famille est un peu stressée. Mais et puis moi aussi je me suis mis beaucoup la pression, mais je trouve que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant parce que en fait, même si je suis restée 10 ans en collectivité, je changeais assez régulièrement de collectivité puisque j'ai travaillé dans une petite ville à côté de chez moi. Après, j'ai travaillé dans une plus grande ville. Après, j'ai travaillé au conseil départemental et j'arrivais jamais à me sentir bien nulle part. Donc, au bout de 10 ans, à ne pas se sentir bien, je me suis dit, est-ce que c'est pas moi est-ce que c'est pas moi le problème? En tout cas, est-ce que c'est pas la façon de fonctionner qui ne me correspond pas? Et en fait, je pense que si, mais comme je le dis souvent, je suis la pire employeur parce que je me mets une pression de dingue. D'accord. Et quels ont été justement tes appuis? Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que d'un point de vue, comment dire, le sujet est le même, en fait, tu le connaissais déjà. Oui. Tu avais déjà la maîtrise. Oui. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment c'est quand même très différent de le faire en conseil départemental où on est un peu la position du contrôle et de l'inspecteur et du coup de celui du financeur aussi à celui qui aide. C'est pas les mêmes outils, c'est pas la même approche.
Et puis, chef d'entreprise, c'est pas la même chose quand même. Donc, c'est quand même challengeant. Et c'est quoi, du coup, être chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant sur cette façon de travailler? En fait, on doit tout gérer. En fait, on est multicasquette. On entend souvent nichez-vous parce que c'est super important. Et du coup, moi, c'est un peu ce que j'ai fait parce que c'est vrai que la niche du contrôle de gestion dans les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est quand même très, très ciblé. Mais en même temps, on fait tout. On fait, du LinkedIn, on fait de la com, on fait, je n'aurais jamais je me serais jamais mise en avant, par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, si je m'étais pas lancée. Il y a plein de choses, de la compta, du juridique, et tout ça, en fait, on n'a pas le gérer quand on est quand on est salarié ou encore moins fonctionnaire. Et là, en fait, c'est très intéressant, mais c'est aussi très challengeant. Ouais. Okay. Et puis du commercial, tout, quoi. Donc, tu l'as dit, tu l'as créée il y a combien de temps? Alors, la société, elle est créée depuis le 1er avril. Depuis le 1er avril? Oui, et par contre, je me suis lancée au 1er janvier 2024 dans mon activité. Et du coup, j'ai fait le switch appui créateur, création de la société au 1er avril de cette année. D'accord. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi? Un petit peu plus, tu as démarré cette activité-là, effectivement, avec le passage en portage et ensuite en création d'entreprise. Il y a quand même un truc qui serait important de dire, c'est que ça marche super bien pour toi. Alors, je suis toujours très superstitieuse, donc je n'aime pas dire que ça marche bien. Ça marche, oui. Oui, ça marche. Par exemple, j'ai mon planning qui est plein. Là, aujourd'hui, on est début octobre. Mon planning est plein jusqu'à fin fin avril 2026, sachant que j'ai des contrats sur toute l'année jusqu'à décembre 2026. Du coup, ça marche plutôt bien et que je suis plus à refuser aujourd'hui des contrats ou à dire à des clients, en fait, je peux pas vous accompagner avant le mois de mai 2026, et eux se disent, non, c'est trop tard, ça fait trop loin. Donc, du coup, là, je commence à penser et à m'entourer. Oui, donc c'est ça, à tel point que tu commences à... Exactement, là, j'ai la chance d'avoir accueilli, du coup, comme je fais jamais les choses à moitié, j'ai accueilli 2 personnes. Alors, pour l'instant, c'est des contrats en freelance, mais du coup, des contrats un peu plus récurrents. Donc, j'ai une assistante administrative qui m'accompagne et un jeune consultant qui sort de l'école et qui m'accompagne sur la partie analyse. Et du coup, voilà. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé l'annonce pour assistante administrative, j'ai un jeune homme qui s'appelle Jean qui m'a contacté en me disant, voilà, moi je viens de sortir de l'école des hautes études en santé, ça m'intéresserait de pouvoir vous accompagner. Je lui dis, vous allez pas être mon assistant parce qu'au vu de ce que vous avez fait, c'est peut-être un peu dommage. J'ai mis les pieds dans le plat tout de suite. Et du coup, je lui ai dit, par contre, moi, j'ai besoin d'aide sur tout ce qui est analyse des états financiers, mettre en place les outils et tout. Est-ce que ça vous intéresse? Et du coup, il m'a dit, oui, mais j'osais pas vous le proposer parce que je me sentais pas à la capacité d'être jeune consultant. Je lui dis, si, venez avec moi. Et du coup, là, on a commencé la collaboration ensemble et je trouve ça... En fait, je me rends compte que même si j'avais besoin d'une indépendance et d'une liberté, moi j'aime être entourée et être seule, ça me pesait beaucoup. Donc là, en plus de voir que le travail avance, sans même que je sois dessus, parce que avant, que ce soit l'administratif, la partie répondre aux clients, la partie analyse financière, tout était reposé sur moi. Donc si jamais j'avais un truc qui allait moins bien, du coup, rien n'avançait. Alors que là, je sais que mon assistante administrative... Elle s'occupe de mes déplacements, elle s'occupe de mon administratif. Je suis sereine là-dessus, elle va s'en occuper. Jean, il va s'occuper de l'analyse financière. Et du coup, je suis plus cool. Et puis j'aime bien en fait, moi, mon cœur ce que j'aime, ma zone de génie, c'est transmettre. Et du coup, là, je sens vraiment que je transmets. Très bien. Et tu imaginais quand tu t'es lancée que moins de 2 ans après, tu aurais déjà besoin et tu aurais la possibilité, parce qu'il y a ça aussi, on en a tous besoin en tant qu'entrepreneur, mais avoir les moyens financiers de s'entourer. Absolument pas. Mais je suis contente vraiment parce que je sens que c'est là où je suis bien. Mais non. Ça se voit. Hein.
Oui, oui, mais absolument. Mais en fait, je me sens tellement mieux depuis que Alors, bien sûr, j'ai fait, c'est mon métier, hein, mais j'ai fait un prévisionnel financier avant de me lancer. J'ai regardé, mais comme mon planning était plein jusqu'à avril et qu'en plus, je refusais des contrats, bah, je me suis dit, il faut sauter le pas. Et en fait, depuis que j'ai pris la décision, je suis tellement contente de ça que j'espère que je vais pouvoir continuer et créer une vraie agence avec des gens autour de moi. Et du coup, enfin, en fait, ce que j'ai pas connu, une certaine agilité, liberté, c'est pour ça que le freelance me plaît bien aujourd'hui pour les gens qui m'entourent, parce qu'en fait, moi, je m'en fiche qu'ils travaillent n'importe quand. S'ils ont pas envie de travailler le lundi, mais qu'ils ont envie de travailler le samedi, moi, je m'en fiche. S'ils ont envie de travailler au bord de la plage ou dans chez eux ou dans un bureau partagé, enfin. Moi, si c'est leur choix, ça m'importe peu en fait. Et je trouve que c'est ça qui me manquait beaucoup. Je trouve, enfin, quand j'allais là où je devais me rendre au travail, quand je me tapais les bouchons juste pour être dans un bureau, je me disais mais c'est aberrant pour moi en fait ça. Alors que là, du coup, c'est pour ça que il faut que je trouve. Donc, je vais essayer de m'entourer aussi de conseils juridiques, mais il faut que je trouve pardon. Il faut que je trouve une façon, en tout cas, de faire pour que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde trouve son équilibre. Mais pour moi, c'est très important que les gens qui sont avec moi puissent trouver leur équilibre. Et dis-moi, j'ai cru comprendre que tu avais des belles missions dans des endroits un peu paradisiaques. Exactement. En fait, je travaille avec des établissements sociaux et médico-sociaux partout en France. Et du coup, quand je dis partout, c'est vraiment partout, puisque je travaille dans les DOM aussi. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir une mission en Guadeloupe début septembre. Mission qui s'est très très bien passée et où je me suis vraiment sentie utile. Parce qu'en fait, ils ont aujourd'hui une comptable, mais du coup qui n'était pas forcément formée à tout ce qui est aspect budgétaire, qui est très très bonne comptable, mais qui n'est pas une contrôleur de gestion. Et puis du coup, j'ai senti qu'ils étaient vraiment proactifs, et puis le courant est super bien passé. Et donc j'ai adoré, et puis ça m'a permis aussi de découvrir une région française magnifique. En fait, c'est la France, mais différente. Et donc c'était vraiment bien, une belle expérience professionnelle et humaine. D'accord. Alors du coup, tu n'es pas que à Clermont-Ferrand, tu non, sillonnes je suis très rarement. En fait, j'ai peu de clients, voire pas du tout de clients sur le Puy-de-Dôme. J'ai un client qui est sur l'Auvergne, mais la plupart de mes clients sont pas du tout dans le coin. Et en fait, aujourd'hui, je passe une semaine sur deux auprès de mes clients, parce que c'est important pour moi d'être dans les établissements pour comprendre les établissements. Et donc, une semaine sur deux, je suis pas à Clermont. Et ça, c'est ok pour toi ? Oui, ça me dérange pas. Et ton mari aussi ? Oui, on s'est posé la question avant que j'accepte et que je me lance, voilà. Mais en fait, ça nous correspond à tous les deux. Aujourd'hui, pour des raisons que la vie est comme ça, on n'a pas d'enfants. Et donc du coup, ça fait qu'on est assez libre. Et donc c'est très bien. Et en fait, on se retrouve en week-end ou en vacances, parce que lui aussi se déplace beaucoup avec son travail. D'accord. Okay. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui est un peu dans une situation de nuage, de brouillard, ou qui ne sait pas trop comment s'y prendre, comment ça se passe ? De se faire accompagner, conseiller, avec toi par exemple, mais avec d'autres coachs et d'autres personnes qui nous aident à retrouver un peu de clarté dans ce brouillard. Moi, ça m'a clairement aidée. Je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là si j'avais pas fait appel à quelqu'un. En fait, je pense que d'être entrepreneur, on peut voir ça comme être seul, mais en fait, être entrepreneur, c'est bien savoir s'entourer, vraiment. Merci. L'interview touche à sa fin. Et pour la clôturer, le temps que je donne quelques informations pratiques, je te propose de réfléchir à une phrase que tu as envie de nous partager. Une maxime, un conseil, une idée, ce que tu veux. Tu écoutes le podcast de l'humain au cœur de l'action. Pour retrouver d'autres podcasts, avoir les coordonnées de l'invité du jour, je t'invite à aller sur le site clairegaranger.fr et pour être informé des actualités, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une belle journée. Merci du coup Alicia pour ce beau conseil.
Et donc, je vais te laisser le mot de la fin. Du coup, moi, le mot de la fin, c'est lancez-vous, mais avant de vous lancer, faites-vous entourer. Réfléchissez vraiment à ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Et du coup, d'avoir des gens qui me cadrent, ça m'aide. Et puis aussi, même dans la vie d'un entrepreneur, vraiment, entourez-vous, que ce soit de coach, que ce soit, voilà. Et puis quand on ne sait pas faire les choses soi-même, il vaut mieux les faire faire à quelqu'un d'autre, même si ça peut faire peur au niveau financier, que de le faire soi-même et de passer trop de temps. Restez sur votre cœur votre zone de génie. Restez sur sa zone de génie. C'est ça le mot de la fin? Oui. Ouais. Merci beaucoup, Alicia.